Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de l'anglais et je voulais te parler de l'apprentissage de l'anglais, comment progresser en anglais quand on est en licence CEA. Ce qu'on fait en licence CEA, c'est de l'anglais appliqué, donc ça peut être par exemple du tourisme, des affaires étrangères, affaires internationales, commerce international, de la logistique, de la communication, du marketing, etc. L'idée c'est vraiment de se servir de la langue comme un moyen, un média que tu vas venir en fait mettre à profit pour communiquer sur d'autres sujets. La première grosse partie des cours de langue, c'est les cours de civilisation, donc là c'est des cours normalement en langue étrangère directement. Là c'est des cours sur certains pays anglophones, donc du Commonwealth, et l'idée c'est vraiment d'aller découvrir la culture et des points de la culture en particulier, que ce soit la géographie, l'histoire, la politique, le fonctionnement politique, etc. Donc en fait c'est vraiment des points bien précis pour aider aussi à comprendre le monde dans lequel on vit. C'est autant de choses en fait dans lesquelles tu vas apprendre à avoir des connaissances, et dans ces cours-là, il faut aussi une connaissance de la langue parce que ces cours sont en langue étrangère et c'est des cours dans lesquels tu vas aussi devoir rédiger pour les partiels, pour des examens, peut-être faire des oraux aussi pour expliquer certains points. Donc en fait, il faut que tu aies une connaissance de la langue qui soit bonne pour pouvoir être à l'aise dans ce genre de matière-là. En LEA, on a aussi des cours de langue de spécialité. D'ailleurs, il me semble que ce sont des cours en TD dans lesquels on va vraiment pratiquer la langue. Ça a été aussi axé autour, par exemple, des candidatures et du monde de l'emploi dans les pays anglophones. Donc j'ai appris par exemple qu'on ne faisait pas de la même manière des CV, des lettres de motivation si on postulait à un poste en France ou un poste aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et dans ces cours de spécialité aussi, tu vas être amené à faire des présentations d'entreprise, à travailler sur le monde de l'entreprise, le monde entrepreneurial, à faire des projets entrepreneuriat et à t'exprimer en anglais évidemment. Et ça peut être des prestations de longue durée. Tu vas parler pendant 20 à 30 minutes en groupe ou seul sur un sujet. Donc là aussi, il faut être à l'aise, il faut avoir la tchatch, il faut être capable d'organiser ses idées à l'oral, de pas perdre ses moyens en fait devant la classe et le jury. Tu vas fonctionner beaucoup par tâches, donc les tasks, avec une tâche par semaine, avec par exemple un travail en groupe, ou bien un oral, ou un press release à faire, un dossier à rendre, etc. En licence LEA, on va aussi avoir 1 heure de TP, donc c'est un cours de pratique orale en réalité, en petits groupes, moins d'une quinzaine d'élèves environ, avec un locuteur natif. Ça va pas être des cours comme un TD ou un CM où le prof parle et toi tu notes, c'est plutôt l'idée de vraiment communiquer, de pratiquer à l'oral. Tu vas faire des exposés, tu vas faire des présentations, tu vas peut-être avoir des dossiers à préparer. L'idée c'est vraiment de te faire parler en fait, et c'est vraiment là que se joue une grande partie de l'apprentissage. C'est que tu peux connaître plein de vocabulaire, tu peux être le génie de la grammaire et de la conjugaison, tu peux être très à l'aise à l'écrit. Si à l'oral tu as du mal, ça va être compliqué parce qu'on va te demander beaucoup de tâches orales quand tu es en licence LEA. En plus de donc ces cours d'oraux là, tu vas avoir plein d'oraux à faire dans d'autres matières, tu vas passer des entretiens, etc. C'est super important de profiter de ces cours d'oraux, de TP, où vous êtes très peu nombreux, il y a beaucoup moins de jugement et c'est quand même plus facile d'être à l'aise dans ces cours-là pour prendre la parole. Et pour vraiment progresser en anglais quand on est en licence LEA, même si c'est vrai on a quand même pas mal d'heures par semaine, j'avais quelques petits conseils supplémentaires à te donner. Le premier c'est évidemment de lire en anglais quel que soit le support, que ce soit des journaux, que ce soit des ouvrages, des romans, des articles en ligne, peu importe. L'idée c'est vraiment de multiplier les ressources et les sources de lecture, comme ça tu vas vraiment te faire un panel en fait de types d'argumentaire, de vocabulaire, etc. pour agrandir tout simplement tes connaissances de la langue anglaise. Et pareil pour la lecture, si tu peux essayer de trouver des lectures assez simples entre guillemets, même des romans de gare, de la romance, des policiers, etc. qui nécessitent pas une connaissance très approfondie de la linguistique ou du vocabulaire spécifique. Et il y a plein de romans anglophones, notamment britanniques, assez anciens qui sont super cool et qui sont vraiment sympas à lire, mais qui sont assez compliqués aussi parce que la langue est plus ancienne, parce qu'il y a plein de vocabulaire qu'on n'utilise plus aujourd'hui, de tournures de phrases compliquées, etc. Ça sert à rien de t'embêter à lire ces choses-là qui vont prendre du temps, pour lesquelles tu dois devoir passer des heures à chercher le vocabulaire et qui vont peut-être finalement te dégoûter un petit peu de la lecture. Donc essaye de prendre des livres qui sont pas trop compliqués, ou alors mon autre conseil c'est d'utiliser des livres que tu as déjà lus. Je sais par exemple que c'est assez conseillé de lire les Harry Potter en anglais, ou Vampire Diaries, ou Twilight, etc. parce que souvent c'est des livres que tu as déjà lus, tu connais le plot twist, tu connais l'histoire, tu connais les personnages, tu connais les développements, donc en fait tu vas moins te focaliser sur l'histoire même, tu vas être plus à même de pouvoir comprendre en fait par automatisme ce dont ça parle et le vocabulaire qui est associé. Donc ça peut être une bonne méthode pour lire en anglais sans trop te prendre la tête et que ça devienne un calvaire réel. Pareil, essaye de te renseigner un peu sur la presse écrite, que ce soit physique ou bien en ligne, en essayant tout de même s'il te plaît de lire les vrais journaux entre guillemets, pas les torchons du genre The Sun, etc. parce que ça t'apportera rien de bien. Il y a quelques outils aussi qui peuvent t'aider tout simplement à améliorer
un petit peu ta connaissance du vocabulaire, tes tournures de phrases, etc. Donc pour t'aider dans tes cours de traduction, je te conseille vivement DeepL, donc je te mettrai pareil le lien en barre d'infos, plutôt que d'utiliser Google Traduction. Même si l'outil s'est beaucoup amélioré, ça reste quand même assez cracra et pas toujours très correct, avec des tournures de phrases qui sont bizarres et du vocabulaire qui est pas utilisé à bon escient. Tu peux évidemment aussi utiliser les applications qui sont disponibles sur plein de surfaces différentes, de plateformes différentes, qui sont par exemple Babbel, Duolingo, ce genre de choses. Duolingo est gratuit, Babbel est payant, si mes souvenirs sont bons. Mais dans tous les cas, ça peut être des outils qui peuvent te faire réviser un petit peu chaque jour des points de grammaire, des points de vocabulaire, etc. Te remettre un petit peu dans le bain si c'est ce qui te pose problème. Et après, par exemple, comme autre outil, par exemple, pour réviser le vocabulaire, parce que tu vas vraiment amasser beaucoup de listes de vocabulaire dans tous tes cours différents avec des thématiques très variées. Dans ce cas-là, je te conseille d'utiliser Quizlet et YourVoc pour faire des flashcards et pour faire des listes de vocabulaire à réviser de manière aléatoire. Je te listerai les liens de ces deux applications et plateformes parce que ça peut vraiment te faciliter la vie quand il s'agit de réviser. J'ai aussi révisé mes fiches de vocabulaire papier en écrivant à côté, etc. Mais ça prend un temps fou et l'avantage des outils automatisés qui sont comme YourVoc ou Quizlet, c'est qu'au moins c'est rapide, c'est à vie et t'as pas besoin de refaire à chaque fois ton fichier. Donc voilà, ça peut te permettre de t'aider un petit peu dans ces révisions-là aussi. Théoriquement, quand on étudie en langue, on va être amené à parler à des publics différents, avec des origines différentes et l'idée c'est vraiment de comprendre l'anglais où qu'il soit parlé, peu importe par qui il soit parlé et c'est notamment le cas de reconnaître les différents accents. C'est vrai que dans la culture populaire, voilà, on reconnaît l'accent britannique de l'accent américain par exemple, on arrive à faire la distinction, mais c'est vrai qu'ensuite reconnaître si la personne est irlandaise, néo-zélandaise, australienne, sud-africaine, indienne, etc. c'est un peu plus compliqué et c'est pour ça que je te conseille vivement de te renseigner sur les différents accents, d'écouter des choses qui viennent de différents pays où l'anglais est parlé comme langue principale parce que ça va te permettre d'élargir un petit peu cette culture générale, d'être plus à l'aise aussi quand tu parles à ces personnes-là pour les comprendre et pour leur répondre aussi. Et pour ça, il n'y a rien de tel que d'utiliser la culture que l'on a à disposition, donc regarder des séries qui viennent de pays différents, écouter des chanteurs d'origine différentes aussi. Par exemple, si tu regardes pas mal de vidéos YouTube de personnes qui parlent anglais, voilà, essaye de trouver une personne de chaque pays et puis de regarder un petit peu leurs vidéos pour voir un peu les façons dont ils prononcent les mots, quel est leur slang, donc le langage, on va dire courant en fait, un peu familier, parce que ça peut aussi agrémenter des conversations que tu vas avoir avec d'autres personnes, donc c'est toujours intéressant de connaître toutes ces particularités de l'anglais là. Mon meilleur conseil, et pas des moindres, c'est simplement de participer, de faire les exercices, de faire ce qui est demandé, de participer à l'oral, de rendre les devoirs, etc. Une langue étrangère, c'est un travail de tous les jours, de tous les instants, tu peux pas spécialement avoir un niveau un jour et puis voilà te dire ah bah c'est bon maintenant c'est pour la vie. Une langue étrangère ça peut se perdre, la facilité avec laquelle tu parles ça peut se perdre, le vocabulaire aussi, donc il faut vraiment travailler là-dessus régulièrement et notamment participer à l'oral. Il n'y a rien de tel pour être à l'aise. Moi je sais que je suis une personne assez réservée de base et que quand j'étais au lycée vraiment parler anglais devant tout le monde c'était ma hantise. Bon, on parlait allemand aussi mais vraiment j'avais honte de mon accent, je me sentais pas à l'aise parce qu'en fait j'avais l'impression d'être soit trop guindée quand je parlais, soit d'avoir un discours trop lâche et trop jeune. En fait il n'y a pas meilleur moyen que de tester, de participer, d'avoir des retours de la part des profs, de discuter avec d'autres élèves aussi parce qu'on se rend compte que voilà on a tous nos faiblesses et nos points forts finalement. Bon, alors je voulais aussi te parler d'un autre point, si le cadrage a bougé c'est normal parce que je suis allée chercher des petits trucs à te montrer. Je voulais te parler des dictionnaires, donc je te mettrai en barre d'infos les liens des dictionnaires que j'ai personnellement ou ceux que je te recommande. Déjà le premier conseil que je puisse te donner concernant les dictionnaires c'est d'en avoir un de poche, donc vraiment les tout petits qui font voilà la taille de ma main, je sais pas, je suis pas youtubeuse beauté moi mais voilà, qui font des toutes petites tailles que tu peux facilement transporter dans ton sac. Moi je m'en servais par exemple quand j'allais à la fac et que j'étais pas sûre que le wifi fonctionne bien parce que sinon j'aurais utilisé internet pour aller chercher sur DeepL ou sur d'autres sites etc. Mais il y a des fois où internet ne fonctionnait pas bien, il y avait trop de monde dessus ou alors simplement c'était voilà j'avais 2 heures de cours et j'allais pas emmener mon ordi. Donc un petit dictionnaire de poche comme ça, évidemment il n'y a pas tout à l'intérieur, il n'y a pas toutes les informations, t'as pas toutes les définitions avec des synonymes etc. Mais ça peut permettre déjà de déblayer un petit peu et de compléter un petit peu tes cours. Donc ça vraiment indispensable, je crois que c'est pas très cher, est-ce qu'il y a un prix? Voilà là par exemple c'est un Araps. Pareil, je te mettrai la référence en barre d'infos. Il y a marqué qu'il coûtait 5,90 €. Donc voilà, ça peut vraiment t'aider. Il y a peut-être des anciens élèves qui les revendent sur des groupes Facebook, etc. Donc essaye de trouver ça d'occasion, franchement, sinon ça sert à rien d'acheter ça neuf. Enfin, tant qu'il date pas des années 60, ça va, franchement. Sinon, pour quand tu es à la maison, que tu travailles de chez toi, là aussi, évidemment, tu pourrais me dire, oui, mais je peux utiliser Internet, etc. Oui, bah c'est ce que je faisais aussi, mais des fois, j'aimais bien compléter par un vrai dictionnaire papier. Moi, j'utilisais celui-ci, qui est pareil de la marque Araps. En fait,
je viens de remarquer, mais ils sont tous de la marque Arabe. C'est pas fait exprès, mais c'est que c'est une très bonne marque. Celui-ci est très ancien, il date de mon année de naissance, il appartient à ma mère. Mais c'est celui que j'ai utilisé pendant la plupart de mes années d'études parce que je le trouve vachement bien. Il est quand même assez compact. Là encore, c'est pas un énorme dictionnaire qui fait je sais pas combien de pages, mais je le trouve quand même très très pratique. Il y a des intercalaires au milieu avec des exemples de lettres pour différents motifs, donc lettres de motivation, des lettres de remerciement, accepter une invitation, machin. Évidemment, t'as les verbes au milieu, des verbes irréguliers, etc. Franchement, vachement bien. Il y a pas mal de détails aussi à chaque fois pour chaque mot avec plein de synonymes ou d'utilisation des phrases. Et c'est ça dont on a besoin quand on fait de la traduction. C'est pas simplement de trouver le sens du mot, mais c'est de trouver dans quel contexte il est utilisé, comment on peut détourner la phrase, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire un sens similaire. Donc ce genre de dictionnaire là c'est très pratique quand il y a du détail. Et le dernier type de bouquins de dico qui sont très pratiques en LEA, et là c'est seulement un exemple parmi tant d'autres que je vais te montrer, c'est les livres d'anglais commercial. Pareil, c'est le genre de livre qui peut être très pratique. Là il y a marqué BTS tertiaire, mais honnêtement je le trouve vachement bien. En fait c'est par thématique à l'intérieur, donc par exemple là je crois que c'est la comptabilité et t'as tout plein de vocabulaire avec la traduction, donc c'est évidemment moins de détails que dans un dictionnaire précis, mais ça te permet d'avoir une petite idée. En plus je crois que t'as les accents sur les mots, etc. et t'as des exercices à côté, donc ça peut te permettre un peu de familiariser avec des fiches de vocabulaire et de retrouver des mots à l'intérieur qui sont vraiment spécifiques, parce que des fois dans certains dictionnaires qui sont par exemple un peu petits, toi tu vas avoir un terme précis pour un usage, je sais pas moi, juridique ou quoi, et dans le dictionnaire tu vas pas le retrouver. Donc ça peut permettre de compléter un petit peu le vocabulaire et de te faire des exercices aussi. L'autre conseil que je voulais te donner en revanche, c'est vraiment d'en faire un petit peu tous les jours. L'anglais, comme je te disais, c'est une langue vivante, donc ça nécessite que tu travailles vraiment quotidiennement, et même si c'est juste 5 minutes par jour, les jours où t'as pas cours, simplement refaire des petits exercices sur Duolingo ou revoir un peu une fiche de vocabulaire, te faire des petits tests avec des flashcards, ça peut te permettre de garder un peu la tête occupée à l'anglais et de pas perdre ton niveau. Comme je te le disais au début de cette vidéo, en LEA tu vas faire de la traduction, et vraiment le piège dans lequel on tombe souvent et dans lequel je suis tombée moi aussi, c'est que du coup tu vas, comme tu vas devoir traduire à chaque fois dans un sens ou dans l'autre, c'est que tu vas avoir tendance ensuite à toujours passer par le français et tu vas avoir du mal à te détacher du français quand tu vas traduire. C'est normal, c'est le début, ça va se dissiper au fur et à mesure, mais vraiment pour progresser en anglais, il faut vraiment essayer de se détacher au maximum du passage obligatoire à la traduction en français, d'essayer de trouver directement le synonyme en anglais ou de passer par une autre langue étrangère. Moi j'essayais des fois de faire des fiches de vocabulaire sans mettre la traduction en français, mais en mettant la traduction en allemand, comme ça j'étais obligée d'apprendre dans les deux langues, et c'est comme ça que tu vas progresser, parce que sinon tu vas toujours comparer avec le système français, tu vas se comparer en fait avec la façon dont c'est exprimé en français, et ça va te faire défaut en fait tout simplement, parce qu'il y a des grosses différences dans la façon de prononcer, la façon de s'exprimer, la façon d'utiliser les verbes par exemple entre l'anglais et le français, donc ça c'est pas très utile à chaque fois de repasser par le français, ça va te perdre plus qu'autre chose. Et je voulais aussi te rassurer sur un point, et c'est sur ça que je vais terminer cette vidéo, c'est normal aussi à un moment d'atteindre un plateau, d'atteindre un niveau en fait d'anglais où t'as l'impression que tu progresses plus, même voire tu régresses un petit peu, parce qu'en fait t'es arrivé à un stade où bon bah la grammaire c'est bon, la conjugaison c'est bon, tu te fais comprendre, t'as pas spécialement de problème d'élocution, d'accent, etc. Mais t'as l'impression voilà que tu stagnes, que t'es là et que t'arrives plus à avancer, même si tu bosses, même si tu révises, etc., que tu participes. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Moi c'était quand j'étais entre la L2 et la L3, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait un bond avant et puis ensuite de stagner et de me dire bah les efforts que je fournis n'ont pas de résultats directs, c'est très décourageant. Donc voilà, il faut vraiment essayer de se détacher du fait que voilà, on peut arriver à un stade et puis ensuite de toute façon on va repartir, c'est pas grave, c'est normal, ça arrive dans toutes les langues, ça arrive à tout le monde. Il faut juste pas perdre le fil en fait, et il faut pas arrêter d'apprendre justement parce qu'on a l'impression de régresser. En LEA on attend évidemment une connaissance approfondie de la langue, donc une maîtrise, un accent qui est à peu près correct, de la grammaire, de la conjugaison, etc. et du vocabulaire aussi. Mais ce qu'on attend surtout c'est une qualité d'argumentation, une capacité d'analyse, une réactivité dans la langue aussi, et la maîtrise en fait de tout ce qu'il y a derrière la langue, donc des enjeux culturels, des problématiques que tu peux avoir avec dans la discussion avec quelqu'un, de l'humour, des traits de caractère et toutes ces petites choses en fait que l'on arrive à comprendre quand on est assez à l'aise dans la langue. L'humour par exemple c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à comprendre quand on débute dans une langue, et ça va vraiment être au fur et à mesure que tu vas pouvoir détecter les petits symboles, et c'est ça
ça qu'on attend aussi d'un élève de LEA, c'est qu'il soit capable d'aller au-delà de la langue, d'être performant dans un univers professionnel, mais aussi de comprendre les spécialités et les spécificités derrière la langue, de la culture, etc. Parce que c'est ça être bilingue et c'est ça se rapprocher en fait du natif. Donc c'est vraiment sur ça qu'il faut miser quand on est un LEA et ne pas se baser uniquement sur bon voilà moi je parle anglais comme ça et ça va très bien se passer. Ça va être plus compliqué que ça. On attend aussi que tu sois capable d'argumenter. Tu vas faire de la négociation en anglais par exemple, tu vas faire de la communication, tu vas parler de commerce international. En fait c'est autant de compétences que tu dois avoir déjà en français dans ta langue natale mais aussi adaptées à la langue étrangère et c'est sur ça qu'il va falloir travailler en LEA. Bref voilà, l'apprentissage de l'anglais et le fait de pouvoir être performant en anglais c'est vraiment un travail de longue haleine sur plusieurs années. On n'arrête jamais vraiment en fait d'apprendre et même moi qui suis diplômée d'un master en langues étrangères, honnêtement j'ai encore à apprendre parce que je peux être encore plus à l'aise, je peux avoir plus de vocabulaire dans tel domaine, je peux améliorer mon accent. C'est du travail continu tout simplement. Et si tu veux vraiment améliorer ton niveau et te spécialiser dans un ou un autre domaine, il faut aussi que tu travailles par toi-même, que tu sois autonome dans ton travail, donc réviser du vocabulaire supplémentaire, travailler ton accent à côté, regarder des séries, etc. etc. Donc je te laisse en barre d'infos tous les liens qui peuvent t'intéresser, des dictionnaires, des sites qui me servent, des applications, etc. Je te laisse aussi dans le petit, d'un côté ou de l'autre, la vidéo que j'ai faite sur comment apprendre l'anglais, comment s'améliorer en anglais, si jamais elle peut t'intéresser aussi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, aura pu être peut-être utile si jamais tu cherchais des informations sur comment améliorer son niveau en anglais quand on est en LEA notamment. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!